Salut, c'est Antoine Decaune. Vous êtes sur Clic en clair tous les soirs à 19h45 sur Canal+. J'ai rendez-vous avec Antoine. 37 minutes de musique live. C'est l'émission sympa de la télé pour les jeunes avec plein de musiques différentes. Une nouvelle émission humide, chaleureuse et indépendante. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui nous oblige chaque semaine à nous poser la question: est-il dangereux d'être aussi heureux? C'est un vrai plaisir, c'est-à-dire que tous les jours, chaque jour qui se présente, on se demande quelle connerie on va bien pouvoir trouver. Comme je dis toujours, il vaut mieux réussir la cérémonie que réussir à cérémonique. J'ai déjà eu l'air plus con, hein. En fait, ce qui est marrant dans ce métier, c'est d'essayer des choses et d'éviter de tourner en rond et de refaire toujours le même exercice. Je m'amuse comme un petit fou tous les jours, je me réveille le matin surexcité, c'est une espèce d'adrénaline permanente. C'est pur, c'est mûr, c'est sûr, c'est dur, c'est la Gaule d'Antoine. Mais j'ai ralenti. Quelle entrée. Ça va Antoine? Ça va, Mouloud? Bienvenue dans Clic. Merci de m'inviter. Un nouveau magazine vieux dont Antoine Decaune est le conseiller éditorial. C'est le magazine qu'on finira tous par lire. Elle vient d'où cette punchline encore? Elle est bonne, hein? Elle est pas mal. Elle est bonne. Elle vient de nos imaginations malades. Non, elle vient de Romain Jubert, qui est l'éditeur de chez Bayard, qui est venu me chercher sur ce projet et qui avait cette idée à la fois de titre et de baseline. Le premier numéro est en kiosque depuis le 29 mai. Il y aura 4 numéros par an. Le premier numéro a été tiré à 100 000 exemplaires. Ça marche. Et c'est quoi l'état d'esprit de vieux? L'état d'esprit de vieux, c'est de se dire que... Alors, moi, j'ai accepté ce projet parce que je suis vieux déjà. J'ai 70 balais et quelques poussières. Et je me suis rendu compte d'un seul coup que j'étais rentré dans la catégorie vieux, biologiquement parlant. Alors que j'ai l'impression d'avoir 12 ans toujours dans ma tête. Et donc, ça m'a intéressé de me questionner là-dessus. Et d'essayer de questionner tous les gens qui sont dans mon cas, mais aussi ceux qui me précèdent, qui sont un peu plus vieux, ou ceux qui me suivent, qui sont un peu plus jeunes. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand on a 70 ans et qu'on n'est pas Antoine Decaune normalement? Je ne sais pas, mais il y a plein de choses à faire. Mais je sais que moi, Antoine Decaune, puisqu'on parle de moi aujourd'hui, moi, je suis toujours aussi curieux de tout ce qui m'entoure. J'ai toujours envie de savoir, d'apprendre, de communiquer, de transmettre, surtout, aux générations d'après. Donc, ce n'est pas du tout un journal qui est fait pour rester dans son coin à lire entre vieux en faisant des sudoku. C'est un journal vivant et moderne. Je disais modèle avant que tu arrives, parce que tu es un modèle pour moi. Et tu as dit le mot que tu m'as transmis à nulle part ailleurs, c'est la curiosité. La première fois que j'entendais parler de groupes obscurs, c'était Antoine Decaune. De réalisateurs obscurs, c'était Antoine Decaune. Et souvent, quand on parle de choses obscures, un jour, elles passent à la lumière. Et tu en as vu des choses passer à la lumière? Ouais, plein. Et puis, c'est le principe même de la pop culture. La pop culture est un sujet qui me passionne. On va même dire que c'est l'axe autour duquel je tourne depuis que j'ai commencé à travailler. Parce qu'on parle de choses qui sont considérées comme de la sous-culture ou des trucs mineurs, et puis qui, finalement, viennent au centre du jeu. Par exemple, je ne sais pas, les super-héros américains, au départ, c'est des fanzines. Ça intéresse des mômes boutonneux, acnéiques. Aujourd'hui, c'est la première franchise de cinéma mondiale, quoi. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque une contre-culture. Oui, la contre-culture. Ça alertait sur des mouvements comme l'émergence du Black Panther Party, les luttes antiracistes, la peur du nucléaire, de la guerre froide. Et aujourd'hui, c'est digéré dans des franchises sans fin. Oui, alors aujourd'hui, il y a à nouveau une contre-culture. Hein, ça se renouvelle, heureusement. Mais j'aime bien cette idée qu'il y a toujours des gens qui viennent bousculer un peu la norme, l'ordre, et essayer de remettre un peu de piment dans tout ça. Dans le magazine Vieux, il y a aussi des femmes. Heureusement. Exactement, notamment Foresti, Florence Foresti, qui écrit « Comment je sais que je suis devenue vieille ». J'aimerais qu'on l'écoute sur ce plateau. Tu dis que tu es trans-âge. Je suis trans-âge. Une nouvelle catégorie. Parce que je m'identifie comme une femme de 30 ans. Et je veux que tout le monde m'identifie comme ça. C'est ça la grande différence. Je veux qu'on m'appelle mademoiselle. Non, mais ça, c'est une vanne du spectacle, évidemment, je joue là-dessus. Mais d'abord, parce que c'est une vérité, quand on est vieux, maintenant je peux dire que je suis vieille, on se sent toujours plus jeune que ce qu'on est. Et c'est vrai que je le comprends que maintenant. Avant, quand les adultes me parlaient de ça, je leur disais... Pff. Et puis quand tu le vis, tu fais oui, en fait, j'y arrive pas à avoir 50 ans dans ma tête. Donc j'ai rapproché ça de la transidentité, parce que c'est une forme de transidentité, de s'identifier comme une jeune femme.
Est-ce que c'est une forme de transidentité de ne pas s'identifier à son âge? Je ne m'identifie pas comme une jeune femme, hein, pour commencer. Et Pas encore. non, c'était le cœur du spectacle de Florence, Boys, 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 qui était absolument hilarant et qui questionnait justement sur qu'est-ce qu'on devient, quoi. Qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on a passé la date de péremption ou qu'on est censé l'avoir passée? Ça ressemblait à quoi un vieux quand tu étais jeune? Alors, quand j'étais jeune, moi, les vieux, c'était des vieux monsieur avec un costard bien dégarni, un peu voûté, un peu résigné. Et surtout, ils étaient vieux très tôt, quoi. Pour moi, un vieux, quand j'étais môme, c'était 60 ans. Même pas, 50, 60. Ça ressemble à quoi un jeune maintenant que tu es vieux? Alors, ça ressemble à quoi un jeune maintenant que je suis vieux? Alors, c'est assez large, hein, le spectre des jeunes. D'abord, je vis entouré de jeunes puisque j'ai mon dernier fils va avoir 16 ans. Donc, je suis un peu dans le cœur du réacteur, là. La casquette, l'escalade, le parcours, etc. Ah, il fait du parcours? Ah, ouais. Yamakasi, quoi. C'est pas ce qui m'emballe le plus, mais... ouais. C'est déjà vieux de dire Yamakasi, ça n'existe plus. C'est quoi, pardon? Yamakasi, non mais c'est un truc de vieux. Ah, pardon. C'est déjà Yamakasi? Ouais. Ah, c'était les mecs qui sautaient là, Ouais, de c'était les toit en anciens. toit. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, je me souviens, ça avait été... Oui, bien Ouais. sûr. Non, c'était c'est un moi film. le vieux entre nous. Oui, là. c'était il y a 15 ans. Ouais. Dans le magazine Vieux, on porte un regard différent sur cette génération. On en parle juste après ce sujet. À partir de quand on est vieux? C'est une question qu'on est de plus en plus nombreux à se poser. Do I look old to you? No. Yes. Et la réponse peut faire mal parfois, car tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de vieillir. Vous direz à celui qui a inventé la vieillesse que c'est un pauvre con, qu'il n'y a rien à y gagner, on devient gâteux, on marche mal, on perd la mémoire, enfin... De Gaulle était poli, lui disait c'est un naufrage. Pourtant, le regard de la société sur la vieillesse évolue, parce qu'il y a de plus en plus de vieux déjà, mais aussi parce que de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les stéréotypes et les discriminations qui frappent les seniors. I just don't care. I'm 65. You know, I was ready at 60 to be an older woman. I just didn't want to have to pretend to be something that I wasn't. Et c'est sur ce vieillissement de la population que mise la Silver Economy, car en attendant que le réarmement démographique se mette en marche, il faut prendre soin de nos aînés. Et paradoxalement, ils représentent un business d'avenir. Ça représente un chiffre d'affaires potentiel qui est d'une centaine de milliards aujourd'hui en France. Et c'est ce qui n'a pas échappé aux entrepreneurs de la Silver Economy. En France, on compte 7 millions de personnes de plus de 75 ans et on estime qu'elles devraient être 10,6 millions en 2040. Alors à une époque où la question de la fin de vie est plus que jamais au cœur de l'actualité et où mal vieillir semble être l'une des préoccupations principales, peut-être qu'il faudrait tout simplement... Il faudrait admettre que bien vieillir, ça n'est pas résister au temps, mais davantage faire du temps qui nous reste ce qu'on veut et ce qui nous ressemble le plus. Antoine Decaune est-il le porte-parole de la Silver Economy? Non, j'espère pas. Je suis le porte-parole de personne. Moi, je n'ai jamais été, je n'ai pas commencé à mon âge. Non, mais c'est très parlant ce que je viens d'entendre. Effectivement, ça concerne un public considérable qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était laissé de côté, considéré comme ayant dépassé la fameuse date de péremption, ayant rendu les services à la nation, une petite retraite sur la Côte d'Azur, dans le meilleur des cas. Non, en fait, moi, les gens que je connais qui ont mon âge, alors évidemment, je vis dans un milieu particulier, je ne suis pas dans le bassin minier, mais les gens que je connais débordent d'envie, de projets, c'est pas du tout fini, quoi. Et c'est pas du tout fini, c'est pas comme si on était en train de se raccrocher coûte que coûte pour éviter de dévaler la pente fatale. Jusqu'à la fin, c'est qu'en fait, quand on vieillit, on se rend compte qu'on a mûri. On est apaisé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes enjeux qu'on avait il y a 30-40 ans, et qu'on a le temps simplement de se consacrer à l'essentiel. Et l'essentiel, il est vaste. C'est quoi l'essentiel? C'est essayer de comprendre ce qu'on fait là. Pourquoi on est toujours là, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps, comment on peut s'amuser avec, comment est-ce qu'on peut faire profiter les autres de l'expérience, du savoir-faire. Moi, j'insiste beaucoup sur l'idée de la transmission. Parce qu'être vieux dans son coin, je m'en fous, quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais être vieux et dans un dialogue avec les générations qui arrivent derrière, qui ont plein de choses à m'apprendre, comme moi, j'ai peut-être 2-3 trucs à leur dire aussi. Là, c'est passionnant. Alors, j'ai une question, c'est hyper trivial. C'est quoi ta morning routine? Ma morning routine. Voilà, on veut comprendre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui a la quarantaine et un gars qui arrive à 70. Le jeune,
C'est pas celui qu'on croit. Bon, alors, il y a moins dans la morning routine, il y a moins le morning glory qu'on a connu, que vous connaissez encore, j'espère, Mouloud. Je sais pas ce que c'est. Non, vous savez pas ce que c'est. Je sais pas. Moi, alors, je me laisse couler du lit, parce que ça, c'est un truc que j'ai appris. Il faut jamais faire un lever brusque. Jamais. Il faut se laisser couler du lit, un peu comme on se débarrasse du trop-plein d'huile dans une boîte de sardines. Tu vois, tu te laisses couler du pieu, et là, un peu d'assouplissement, une petite tasse de thé vert, on écoute les nouvelles, et c'est parti. Du sport? Un peu de sport, ouais. Ouais, beaucoup. Pas trop non plus, parce que c'est chiant le sport. Ah, moi, j'ai vu les stories sur Instagram d'Antoine Decaune, ça fait du sport. Non, je fais un peu de sport, je fais un petit peu de boxe une fois par semaine, et puis il faut faire un peu d'entretien tous les jours. Du thé vert? Du thé vert. Fais gaffe à la bouffe? Un petit peu, ouais. Ouais, mais enfin, c'est pas non plus dogmatique. Quoi, mais... On boit plus? On boit peu. On fume pas? Ça a l'air terriblement ennuyeux, là. Bah si, le mec, il boit plus, il fume plus, il prend rien. Ah, moi, ça me fait envie, moi. Il boit du thé vert, mais putain, c'est... Bah, moi, je suis couché à 21h30, donc... Ah ouais? Oui. Ah, c'est tard. Antoine Decaune est un véritable enfant de la télé. Ton père, Georges Decaune, était un journaliste et présentateur. Ta mère, Jacqueline Joubert, est la première speakerine de l'ORTF avant de devenir productrice d'émissions. Comment est-ce qu'on est enfant de la télé et comment est-ce qu'on arrive à la télé? En fait, la télé était en train de naître elle-même. Donc, la question ne se posait pas en ces termes. C'est-à-dire, moi, j'avais des parents qui étaient des saltimbanques dans l'âme. Ma mère était comédienne. Mon père, journaliste, mais il s'était rêvé une vocation de chanteur d'opéra. Heureusement, à côté de laquelle il est heureusement passé pour nos oreilles. Mais ils étaient là avec un média en train de naître et où il fallait tout inventer. Donc ils étaient des couteaux suisses. Mon père présentait le 20h, mais il faisait aussi le Tour de France, les matchs de foot, de rugby, de catch. Je me souviens qu'il m'emmenait à des matchs de catch. Je me souviens avoir sauté sur les genoux du bourreau de Béthune. Et ma mère continuait à jouer la comédie. Elle m'accompagnait. Enfin, je l'accompagnais. Elle est géniale cette phrase. J'ai sauté sur les genoux du bourreau de Béthune. Ça vaut cher, ça. Ouais. Ça vaut très très cher. Et de l'ange blanc aussi. Antoine tout à l'heure, bien sûr. Oui. Et ma mère était comédienne de formation. Elle s'était retrouvée à la télé en passant le concours parce qu'ils cherchaient des speakerines. Et puis après, elle a fait plein d'autres choses. Elle réalisait, elle produisait. Elle a même découvert des talents comme Dorothée. Absolument, oui. C'est elle qui a découvert Dorothée. Et j'ai pas compris pourquoi des années plus tard, il y a eu un clash. Mais un clash digne de grands rappeurs, des musclés, contre Antoine Decaune. Il était si méchant. Dans son berceau, il mordait ses parents. Parce que tu t'es fait clasher par les musclés. Ouais, mais avant, je les avais clashés un peu avant. Hein. Ah. Ouais, je m'étais un peu acharné. C'est une bonne tête de Turc, les musclés. C'est quand même une musique un peu simplonne, quoi, avec Bernard Minet, je me souviens. Peu importe. Ils étaient respect Bernard Minet. Oui, respect éternel. Ils étaient dans l'équipe Dorothée. En fait, moi, j'en voulais à Dorothée d'avoir quitté France 2, Antenne 2 à l'époque, pour aller sur TF1. Voilà, je trouvais que c'était déloyal vis-à-vis de ce que ma mère avait fait pour elle. Mais voilà, affaire classée, on n'en parle plus. Et donc c'était la guéguerre avec les musclés, ouais. Comment on se réveille quand on se fait clasher par les musclés? Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Non, on se réveille très bien. Ouais. je trouvais ça avec philosophie et humour, évidemment. En parallèle à ça, l'histoire continue. Tu écris pour la presse écrite, de Rock & Folk à Zoom, Sauvage, Science et Vie. Et en 1982, Pierre Lescure, qui est actuellement chroniqueur dans C'est à vous, vient te chercher pour Les Enfants du Rock sur Antenne 2. Et il te confie cette case, Ouba, 87, rapido, d'abord sur TF1 puis Canal+. Pour moi, ça a été la révolution. Et si vous ne connaissez pas Rapido, c'était ça. How do you see yourself today? How does it feel to be Bob Dylan in 1984? Just like 66. It can be exactly the same. Well, you can sort of the same. David, you've been Ziggy, you've been Thomas Newton, you've been Aladdin Sane, you've been John Merrick. Today, is it David Bowie I'm speaking with? I think, yeah, I'm a lot more confident about being David Bowie or David Jones, since I felt that I could write songs that had less to do with characters and more with personal or emotional statements. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Antoine. Happy birthday to you. Ah,
Qu'est-ce qui reste après ça? Très Dans la honnêtement. légende. Non, mais sincèrement. Bah oui, sincèrement. Qu'est-ce que je Dans peux la ajouter? légende. Bah ouais. Dans la Je suis légende. au paradis, là. C'est Évidemment. dans la légende, même Alors, de... puisqu'on parle d'interview et qu'on pratique tous les deux ce métier, Mouloud, je vous conseille vivement d'essayer d'avoir un jour Bob Dylan. C'est un régal. Il ne répond pas. Ça le fait chier, mais à mourir. Il répond par oui, par non, par je sais pas. J'ai passé une demi-heure intense avec Bob Dylan. J'avais préparé 400 questions parce que je savais qu'il était un peu mutique. Puis finalement, j'ai réussi à le déverrouiller à un moment en lui parlant de la poésie française du 19e. Là, ça a déclenché. Ah bah dans le même genre, je te conseille Future. Ouais. Il nous a fait la même chose pour Click. Il parle pas, il est comme ça. Ouais. Mais c'est pas Bob Dylan. Mais c'est pas Bob Dylan. Mais c'est Future. De 1987 à 1995, c'est les années nulle part ailleurs. Avec la légende Philippe Gildas, paix à son âme, vous y incarnez des personnages devenus mythiques avec José Garcia. Et je voudrais revenir sur 2 moments. C'est toujours les mêmes qui passent, mais c'est jamais mes 2 moments. Qu'un miroir qui sont assez géniaux. On commence par les nuls. Nous sommes les 3 animateurs de Les Nuls, le fan club. Le fan club de Les Nuls. Vous êtes nos héros, nos modèles, même si nous avons du mal à vous ressembler autant que nous le souhaiterions. Oh, allez, je vous admire tant. À propos, si Chantal connaît une fan à elle un peu plus présentable que ça, Foufou là-bas et moi, Chacha, ben, on est preneurs. Hein. Allez, vous serez preneurs. Alors, au club des adhérents, on se réunit, on joue au JTN. JTN, je te nique. JTN, je te nique. Oh, allez, je suis content de faire un JTN avec vous. On voit que Dominique Farrugia a clairement le seum. Il rigole pas. C'est très ressemblant à ce que vous avez. C'était Alex Berger qui était son ami, son vieux pote, et qui le représentait. Il y en a eu un, moi, qui m'a beaucoup amusé. Alors, Les Nuls, mais celui avec les inconnus. Et bien, justement, c'est le deuxième que j'ai choisi. Ouais. Et comme vous le voyez, notre carrière met vraiment du temps à démarrer. Hein. Ah, excusez-moi, par il y en a un d'entre vous qui va dans les boîtes à partout, je le connais ça. Mais ça ne nous regarde pas. Alors, comme vous êtes arrivé au sommet de la gloire, ben, ce serait sympa de donner des conseils, pour nous aider à progresser, parce que là, tout ce qu'on essaye rate. Hein. Oui, Robin, c'est à cause du Shinto que moi je dis. Excusez-moi, je vais te démonter ta gueule, tu vas pas comprendre. Hein. Essaye au face de citron. Allez, entre comiques, il faut s'entraîner. Merci d'avance. C'était Antoine Decaune et José Garcia qui se moquaient des inconnus, se moquant des communautés, imitant leurs accents. Exactement. C'était une mise en abîme. Il y avait Albert Algou qui faisait Bourdon, là, à gauche. Une mise en abîme, quoi. Exactement. Je l'avais jamais vu comme ça, mais... Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas José Garcia qui se moque des Asiatiques, c'est José qui se moque oui. C'est de José ceux qui se moquent. Voilà, exactement. Ouais. C'était assez dingue, cette époque. On a parlé de plein de moments de l'esprit canal, de ce que vous avez amené. Avec du recul, est-ce que ça serait encore faisable? Je sais pas. Moi, je réponds toujours la même chose à cette question, c'est qu'en fait, ça a été une parenthèse enchantée, ce moment. Il y a eu quelques années où on était en clair, donc en access, tout le monde pouvait nous voir, il n'y avait pas besoin d'être abonné. Et la raison pour laquelle on était là, c'était pour donner envie aux gens de s'abonner à cette chaîne, avec pour mot d'ordre, amusez-vous. Amusez-vous, faites ce que vous voulez, le terrain de jeu est à vous, faites-en ce que bon vous semble. Et donc, on a poussé le bouchon. Mais on était poussés nous-mêmes par nos directeurs, les SCUR de greffe, qui nous disaient allez-y, n'ayez peur de rien. Donc, ce moment-là, qui était un moment particulier dans l'histoire de la télévision, qui, je pense, a peu de chances de se reproduire, parce que là, on parle d'une télévision qui est avant Internet, qui est avant les réseaux sociaux, où vraiment on pouvait balancer de la grosse connerie sans se taper 12 000 haters le lendemain matin. Ce moment-là est clos. Voilà, c'est comme un film qui a été fait à une époque donnée qui ne pourrait pas être fait aujourd'hui. Il y avait plein de fantasmes à l'époque sur Canal. Oui, bah oui. En fait, là encore, parce que on parlait tout à l'heure de la télé de mes parents, la télé des pionniers, des gens qui ont inventé qui ont participé à inventer ce médium. Bah, on avait ce sentiment-là avec Canal. Il fallait faire une télé qui ne ressemble pas à ce qui se faisait ailleurs, nulle part ailleurs. Et donc, c'était très enthousiasmant, quoi. Très enthousiasmant, et une fois de plus, encouragé par des patrons qui eux-mêmes venaient de la télé, c'est-à-dire qui connaissaient le... Est-ce que c'était vraiment la fête dans tous les sens, à tous les étages? Non. Ça, c'est de la légende urbaine. Ouais, c'est ça. C'est de la légende urbaine. Non, c'était une époque joyeuse, beaucoup plus insouciante, évidemment, qu'aujourd'hui.
Mais non, on travaillait comme des malades. On passait notre temps à bosser. Parce qu'il fallait délivrer tous les soirs un texte. Il fallait tous les soirs y aller. Alors, il y avait Chalumeau qui s'y collait. Laurent Chalumeau, ouais, Albert. On travaillait à 3 sur les textes. Mais enfin, il fallait le produire tous les jours, quoi. Il y avait aussi les Guignols, à l'époque, qui adoraient mettre en scène l'envie d'Antoine Decaune de reprendre Nulle part ailleurs. Et c'était le Petit Scarabée. Quel est le chemin qui conduit à la présentation de Nulle part ailleurs? Tu devras être rusé comme le renard, rapide comme le serpent. Oui, maître. Tiens, essaye d'attraper ces fiches. Tu n'es pas encore prêt, Petit Scarabée. Il faut t'entraîner dur, hein. Très dur. Bien, maître. Voilà, les mains parallèles au corps. Allez, allez, formidable. Formidable. Plus vite. Formidable. Formidable. Plus vite. Plus vite. Allez, plus vite. Ça va. Philippe, attends parler. Antoine, je crois que tu es prêt. Le moment est venu. Tiens, les clés de Nulle part ailleurs. Raté. Tu es encore trop lent, Petit Scarabée. Pourquoi est-ce que c'est plus émouvant de revoir le Guignol de Gildas? Pourquoi ça nous émeut tant quand on voit le Guignol et pas les images de Gildas? Parce que c'était le génie des Guignols. Hein. Ils étaient très proches quand même de leur sujet. Mais alors c'est marrant parce qu'on n'a jamais eu évidemment cette relation du vizir qui veut devenir vizir à la place du vizir, quoi. On n'a jamais joué à ça avec Philippe. Les rôles étaient très bien distribués. Et il y avait un équilibre, justement, dans l'équipe qui était dingue, quoi. Parce que chacun venait avec son truc particulier à faire. Et c'était la somme de tout ça qui faisait que l'émission ressemblait à rien d'autre, quoi. Ça n'a jamais été proposé de prendre Nulle part ailleurs? Non, parce que moi, j'ai quitté Nulle part ailleurs en 95, après 7 ans de quotidienne, parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais y faire et j'avais surtout pas envie de me répéter. Et donc, je suis parti de mon plein gré, hein, non pas à l'insu de mon plein gré. Je suis parti faire du cinéma, j'avais des envies de cinéma à l'époque. Mais non, j'avais pas envie de reprendre une fois de plus, parce que le rôle de Philippe était très spécifique. C'était le chef de gare, quoi. C'était lui qui distribuait les... comme Michel l'a fait après avec le Grand Journal. Voilà. Toi aussi? Oui, je l'ai fait pendant 2 ans, mais en fait, je préfère être en contre, moi. Je préfère être le sparring que le MC. Si c'était à refaire, le Grand Journal, non? Non, parce qu'en fait, moi, le Grand Journal que j'ai retrouvé 10 ans après, enfin même plus de 10 ans après Nulle part ailleurs, c'était devenu une émission qui s'était institutionnalisée, qui était remarquablement faite d'ailleurs, bien construite, séquencée et tout, mais qui était très marketée d'une certaine manière. C'est-à-dire, voilà, il y avait des cases, on remplissait, bon, Michel faisait ça à merveille, mais moi, mon envie était passée, j'avais plus envie de faire ça. En tout cas, nous, on a envie de faire un truc, c'est de cliquer sur Antoine Decaune, et on a cliqué, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Antoine Decaune, et sur vos réseaux, on s'est rendu compte que vous aviez interviewé du beau monde. Avec une petite redondance pour un artiste suisse qui, du coup, n'a plus du tout le temps de déjeuner en paix. Et c'est plus fort que vous, dès que vous le croisez, vous faites la même photo. It's like I want to take a mental picture of you all. Click. En cliquant sur vous, on a découvert vos passions, notamment pour les Pixies, ces petites figurines que vous collectionnez. Et vous avez l'air d'en avoir quelques-unes. Hein. Bon, ça doit être sympa de faire la poussière chez vous. On se rend aussi compte de votre passion pour Canal. Bah là, on est sur l'employé du mois. Canal, c'est mon habitat naturel, c'est mon biotope. Lèche-botte. Toujours aussi libre aujourd'hui qu'à vos débuts sur Canal. Vraiment, on me fout une paix royale. Un lèche-cul. Et c'est vrai qu'à Canal, vous avez pu faire plein de choses et tester plein de costumes. C'est sexy. Et ben, tout vous va. C'est sensuel, j'adore. Vous avez fait de belles rencontres, même dans le plus simple appareil. 3, 4. Bienvenue dans Rendu. Et vous avez vécu de bien belles expériences, mais toujours avec l'esprit Canal. Mais Antoine, c'est aussi l'art de la cascade. Et pour l'aventure, il y a votre jumeau. Bah c'est simple, hein. C'est vous mais avec des bras énormes. Et une grosse passion bébête flippante. Impossible de passer aujourd'hui à côté de votre actu, le magazine vieux que vous sortez. Un sacré exercice pour vous, car la vieillesse, on ne la voit pas du tout chez vous. Vous, il y a un problème, je comprends pas, vous vieillissez pas. À tel point que j'ai l'air plus vieux que vous après une saison entière de clics. Ouais, ça fait mal, hein. Bon allez, je vais me reposer.